t'es forcé d'être sans armure quand t'aimes. Il peut m'arriver quand je suis très heureux de ne pas toucher un livre, de ne pas écrire pendant des mois. Sauf Marcel et ta Proust derrière qui fait On va à la recherche. Oui, et puis il roule à du 2 à l'heure parce que Marcel Proust, quoi, tu vois, genre, ouais, comme ça. Je t'en prie, je chope une citation. Oui, je t'en prie, la main heureuse. Jean Giono disait « Je travaille avec le sérieux d'un enfant qui joue. Et vous ?» Je travaille avec le sérieux d'un enfant qui joue, c'est chouette. C'est beau, c'est beau. Et effectivement, je t'ai déjà entendu le dire. Oui, c'est un jeu. Après, alors si c'est un jeu, c'est une partie de Monopoly dans le sens où quand tu la commences, il faut la terminer, tu vois. Il y a des jours où t'as pas envie de jouer et c'est en ça où moi je différencie le travail du jeu, c'est qu'il y a des jours où j'en ai pas envie et je le fais quand même parce que j'y suis obligé. Et j'y suis obligé non seulement parce que je me suis engagé dans des projets, mais j'y suis obligé parce qu'il y a comme une contrainte, j'allais dire une contrainte céleste, mais quand j'étais petit, j'avais pas envie d'être comédien, j'avais pas envie d'être auteur. Ça me portait préjudice envers les autres enfants qui condamnent la sensibilité. Et j'avais envie d'arrêter d'être moi, mais je pouvais pas faire autrement que d'écrire, que d'être réceptif à ça. Et donc, jouer, il faut prendre du plaisir, il faut jamais se trahir, il faut garder ce fun de tenter des trucs, d'inventer, d'être bac à sable. Mais je pense que par-delà le jeu, effectivement, il doit y avoir le sérieux. C'est aussi Raymond DeVos qui disait ça, il disait « L'humour est une chose sérieuse avec laquelle on ne rigole pas ». Et c'est... Tu souris parce que tu l'as pas aussi ou parce que je dis les bêtises? Ok. Allez, là-dedans, c'est sûr. Mais donc, ouais, voilà, du coup, je dirais que c'est un peu les deux, ouais. Pour ma part, j'ai rarement fini une partie de Monopoly. Et c'est tout le problème, c'est que je suis très très mauvais perdant. Et du coup, j'ai souvent jeté... Quand ça tourne pas en ta faveur, voilà, mais quand ça tourne en ta faveur. Oui, bon, forcément, mais régulièrement, ça ne tourne pas en ma faveur. Pour revenir à ta métaphore du Monopoly, elle est très intéressante. Je travaille avec des salariés d'enfants qui jouent, mais oui, forcément, bien sûr, bien sûr. Moi, quand j'écris, puisque j'écris du coup... C'est vrai, bravo. Oui, incroyable. Enchanté. Je suis obligé de me mettre dans la peau souvent d'un enfant, effectivement. Et parce que quand j'étais petit, tout comme toi, tu ne te voyais pas comédien, jamais à aucun moment je me suis vu écrivain. D'ailleurs, j'ai écrit très 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 longtemps après, à l'âge de 20 ans, je pense environ, puisque avant j'écrivais en langage SMS, je faisais des LOL et MDF tout le temps. Donc, comme beaucoup, tout le monde, oui. Comme souvent. Mais disons que jamais je m'étais dit, tiens, un jour j'écrirai 2 livres. Et c'est vrai que maintenant, oui, effectivement, pour travailler, pour écrire, il faut avoir le sérieux d'un enfant. C'est exact. Cette phrase est magnifique. Ouais, elle est bien construite. Je la note, voilà. Surtout que toi, tu écris des romans, quoi. Parce que moi, je suis en train de découvrir l'exercice du roman qui demande pour le coup beaucoup plus de sérieux que juste, du coup, ce que moi j'appelle le truc de l'enfant, tu vois, qui arrive comme ça spontanément, t'écris un truc et puis une fois que t'es lassé, t'arrêtes. Le roman, tu dois y retourner. Après, je crois que j'ai pas du tout la mécanique qu'il faut pour écrire un roman, puisque j'écris. Écris 2. Ouais, mais j'écris mes romans comme j'écris mes posts Instagram. D'accord. Avec justement en un seul jet, que ce soit Roubi et moi ou Clarté Libre, je les ai écrits chacun en 1 mois et demi. C'est sorti. Oui, ça se prolonge. Ok, voilà, ok. Voilà. C'est mieux ça. Je peux pas faire étape par étape. J'ai du mal avec. Je respecte tout à fait les auteurs qui disent qu'il faut écrire chaque jour 7 à 8 heures. Amélie Nothomb, pense à toi. Voilà, en écoutant Wagner. Mais. Ou pas, je sais pas. Ou en buvant du champagne du coup pour le coup. Mais. Moi je peux pas. En fait j'écris quand j'ai vraiment envie d'écrire et des fois ça me prend pendant 3 mois, j'écrirai pas une ligne et puis des fois j'écrirai pendant 3 semaines d'affilée. Et du coup j'écris comme un enfant. Alors est-ce que ça se ressent après quand on me lit? Ça je ne sais pas. Mais en tout cas je suis très sérieux dans ce que je fais. J'espère. Ça se vaut. La citation avec un petit cœur. D'après Victor Hugo, le bonheur est parfois caché dans l'inconnu. Est-ce que ça vous parle? Mais totalement, totalement. Pour moi, je crois qu'on n'est jamais vraiment heureux, ou on connaît vraiment jamais le bonheur absolu, puisqu'on ne peut pas prédire l'avenir, ou du moins pas moi en tout cas. Et je pense qu'effectivement, il est caché dans les moindres petites choses, et c'est ça qui est beau de le découvrir constamment au quotidien. Moi, je dis souvent que le bonheur, c'est dans le sourire d'un enfant ou dans le rire d'un enfant, dans le cadre de mon travail, ou avec les ados dont je m'occupe. Et voilà, j'essaie de trouver chaque jour des petites traces comme ça de bonheur, parce que sinon, tu vis pas, sinon. Mais clairement, hein. Mais je me raccroche à ça, effectivement, de me dire demain sera meilleur qu'aujourd'hui, vraiment. Donc pour toi, l'inconnu, c'est l'avenir? Totalement. Ouais.
Et toi? Ouais, bah oui. Après, je trouve pour le coup cette citation beaucoup plus vaste que celle de Jean Giono, parce que déjà définir le bonheur c'est compliqué, et définir l'inconnu c'est compliqué. C'est deux facteurs qui peuvent varier selon les gens. Aujourd'hui, ouais, pardon. Selon Christophe Maé, déjà, il est où le bonheur? Il est où le bonheur? Voilà, bref. Mais aujourd'hui, je trouve que le bonheur c'est un peu fait remplacer par le plaisir, et on confond le bonheur et le plaisir, et c'est deux choses qui pour le coup sont très différentes. Et puis l'inconnu, ça dépend des gens, quoi. Le bonheur est parfois caché dans l'inconnu. En plus, c'est une phrase qui dit quelque chose et qui dit parfois, hein. Vraiment, je m'engage pas trop dans le... C'est toujours comme ça. Donc vraiment, Victor Hugo, merci d'avoir écrit, mais c'est un courant d'air, quoi. Attention. Non, mais c'est pour dire... Mais en même temps, c'est incroyable qu'un poète puisse faire de la mélodie avec du vent. Enfin, mais tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'il peut, avec rien, construire de la poésie, quoi. Clairement. Le bonheur est parfois caché dans l'inconnu, qu'est-ce que je peux y entendre? Moi, il y a une phrase que ma maman me disait tout le temps quand j'étais petit, c'était le sommet que jamais je n'atteindrai se trouve à mes pieds. Dans la mesure où à chaque fois que tu fais un pas, en fait, là où tu peux aller plus loin, c'est devant toi encore. Et à chaque fois. Et c'est moi ce que j'entends là-dedans, du coup, c'est ce truc de le bonheur, il se trouve pas dans ce que tu as, il se trouve toujours dans ce que dans ce envers quoi tu te mets en route. Le bonheur se trouve dans le mouvement, il se trouve pas dans l'arrêt. Et je pense que les poètes, les artistes sont des gens qui sont continuellement en mouvement. Il faut prendre soin de ça. Parce que la vie a tendance à vouloir nous arrêter sans cesse. Que ce soit dans nos réponses, qui nous immobilisent beaucoup, que ce soit dans du coup, les plaisirs, qui nous immobilisent énormément. Le bonheur se trouve dans le mouvement et donc dans l'inconnu. Désolé, j'ai un peu défoncé Victor Hugo, mais je l'adore. Hein. Ah bah tiens, décidément. Jean dans mes sons, du coup, disait « Écrire est difficile parce qu'on est toujours dépassé par son livre. C'est votre cas. » Alors oui, alors là, pour le coup, totalement. Donc moi, il faut savoir que autant Roubiel et moi que Quartier Libre sont des livres qui s'inspirent énormément de ma vie. Donc à la fois une autobiographie semi-fictive sur mon enfance, etc. et Quartier Libre plutôt sur ma vie professionnelle. Mais pour le premier roman, effectivement, j'ai été totalement dépassé. Déjà parce que de ne pas raconter son histoire, forcément, son histoire personnelle, et doublement, du coup, puisque j'imagine ce que j'aurais pu être si j'étais resté en Colombie. Quand il est sorti, j'ai eu vraiment deux sentiments très ambivalents qui sont allés en moi. Alors, effectivement, beaucoup d'auteurs disent que quand un livre sort, il y a un petit côté baby blues, tu sais, oui, un petit bébé qui sort. Et je comprends tout à fait. Et moi, j'en rigolais d'ailleurs quand j'entendais ça. Ouais, je me disais, ouais, bon, faut pas déconner, c'est un livre, tu vois. Oui. Bah. Et en fait, c'est vraiment le cas. Et moi, dans le cadre vraiment, puisque c'était en plus très autobiographique, quand les gens m'envoyaient la photo du livre, quand il est sorti, je sais pas, la couverture, tu sais, il y a je vois très bien, mais j'ignorais que c'était biographique pour le coup, enfin que ça avait une part de j'ignorais. Et du coup, tu sais, souvent, beaucoup les gens faisaient la photo avec mon visage et leur visage, comme ça, et je trouvais ça très drôle. Trop drôle. Et à la fois, j'étais très triste, parce que je me sentais dépossédé un peu plus de mon histoire encore, tu vois. Et il y avait plein de petits bouts comme ça que j'avais l'impression qu'on m'arrachait encore plus. Et du coup, je me suis vraiment senti dépassé, et j'ai eu une phase où, on va pas dire que j'étais en dépression, mais je me sentais pas bien. Je me disais, mais pourquoi j'ai fait ça en fait? Pourquoi je l'ai écrit? Et pour Quartier Libre, ça a été moins difficile parce que double confinement, donc je l'ai moins senti passer, donc ça va. Mais effectivement, je pense que quand on écrit, on est toujours dépassé par son œuvre. Et je crois que n'importe quel art, en fait, on est dépassé par ce qu'on fait, j'imagine. Dans le cadre peut-être. Oui, mais c'est amusant parce que toi, tu entends dépasser dans le produit fini, tu entends que tu es dépassé, totalement. Une fois que tu as livré ton œuvre, en fait, tu es dépassé par tout ce que ça amène. Ouais. Et moi, je me sentirais davantage dépassé dans l'élan créatif. Là, par exemple, je taffe sur mon roman et effectivement, en fait, tu démarres une histoire et puis tu te laisses emporter par par ton stylo, en fait, par ta plume, tout simplement. Il y a des mots qui sonnent mieux que d'autres et puis il y a des intrigues insoupçonnées qui arrivent et qui se rajoutent. Et tu te sens pas maître justement de ça à chaque fois? Tu te laisses vraiment submerger? Je me sens maître autant que peu, mais c'est un maître de navire, tu vois. Tu peux pas aller contre le vent, mais en même temps tu diriges un peu ta marche, tu vois. Donc c'est quelque chose de l'ordre de l'équilibre. Okay. Je sais où je veux aller, mais il faut savoir se laisser porter par la mélodie des mots, quoi. Et clairement, moi, je me sens souvent dépassé par ce que j'écris, parce que je pars avec une idée bien précise, et puis soudainement, je me retrouve avec des trucs et des trucs. D'accord. Donc c'est amusant que toi, tu vois ça dans J'avais pas vu la citation comme ça, effectivement, je l'avais pas lu de cette manière-là, mais effectivement, pour le deuxième roman, c'est vrai que j'avais fait une biographie de chaque personnage,
et ils n'ont absolument pas respecté ce que j'avais prévu, puisque Ah. au final, et en fait c'est vrai, je me laisse porter du coup par les personnages, Oui. et je me dis mais c'est pas vrai, je t'avais dit de pas mourir. Oui, je t'avais dit de pas mourir, enfoiré. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi? Mais je voulais pas que tu te retrouves Voilà, là. Qu'est-ce que t'as exactement, fait? C'est exactement ça. Donc est-ce qu'au final, oui, on n'est peut-être pas maître de soi quand on écrit. Après, j'ai pas eu le sentiment d'être en transe non plus. Oui, non, totalement, c'est pas. c'est pas de l'écriture automatique non plus. Non. Il peut y avoir par moments des écritures automatiques, Oui, mais c'est qui- plus pour des petits morceaux, des Bien sûr. petits jets, pas pour un roman de A à Z. Mais c'est intéressant du coup de savoir qu'est-ce qu'il voulait dire Jean d'Ormesson Ouais. en étant dépassé, tu vois. On ne saura pas. On ne saura jamais. On ne saura jamais. D'après Shakespeare, le fou, l'amoureux et le poète sont farcis d'imagination. Vous êtes lequel des trois? Ah, les trois. Bah oui, Je suis les le mix trois. des trois, c'est sûr, c'est sûr. On peut pas choisir. Et effectivement, la Félix, c'est sûr, tu peux pas choisir. Mais Parce bien que sûr. tomber amoureux te rend fou et c'est la folie qui fait de toi un poète. Donc quelque part, oui, Voilà. c'est peut-être pas les trois en même temps, mais c'est des dominos quoi. Exactement, exactement. Ouais, bah je suis les trois, mais pas en même temps. Pas en même temps. Toi, tu fais. Alors que moi, justement, je pense que j'ai besoin d'être un mix des trois Oui, oui. pour être complètement farci d'imagination, du coup, comme Bien dirait Shakespeare. Mais c'est tu sais, à la mesure quantique, tu vois, t'es les trois, mais pas en même temps et en même temps pas, tu vois. Il faut que quand tu décides, t'en sois un, mais t'es pas les trois en même temps. Ah oui, T'es dans une sorte de flou quantique. d'accord. Un truc chelou. On piche le nouveau Marvel. T'es en fait. le chat de Schrödinger de la poésie. C'est beau. T'ouvres la boîte et on sait pas Oh, si c'est t'es poète beau. ou pas. Ah, vous êtes le fou, vous. Voilà. Ah, l'amour. Eh, c'est- Ah, c'est genre, magnifique. hop. Oh oui, Tu forces à prendre un état lorsque tu demandes. très très beau. J'adore, ça s'appelle. Je valide. Je valide à mort. D'après Paul Valéry, une mauvaise expérience vaut mieux qu'un bon conseil. Est-ce vrai? Bah, pourquoi aurait-il écrit cette citation du coup? Si ça c'est pas un bon conseil. C'est vraiment. Ah, encore allez. une fois, c'est écrire du vent. Merci Paul. Hein, merci. Non, mais Merci, non, mais non. Mais une mauvaise expérience vaut mieux qu'un bon. Je suis pas certain que ça vaut mieux, mais je pense que l'être humain est construit de manière à chaque fois qu'on lui donne un conseil, le nier et vouloir faire son expérience propre. Donc, je pense pas que ça vaut mieux, mais je pense que c'est inévitable avec l'être humain, quoi. On veut nos expériences, on veut pas des conseils, quoi. Oui. Voilà, suivant. Non mais c'est vrai que dans mon cadre professionnel du coup, donc c'est un peu en dehors du livre, mais ça se rejoint quand même. C'est vrai que mes ados, mes gosses et tout, on a beau leur donner des conseils, s'ils veulent quand même faire leur expérience, Oui. que je sais pertinemment de par aussi moi mes propres expériences, elle est mauvaise, ils iront quand même. Donc effectivement, est-ce qu'au final de leur dire bah, vas-y plante-toi et puis tu Oui. rebondiras un peu mieux, est-ce qu'au final ça vaut mieux qu'un bon conseil? Je sais pas. On est peut-être mieux servi que par soi-même, donc on a peut-être besoin d'apprendre Après- et de toucher le fond souvent. Je sais pas. Du coup, de dire à ces jeunes, écoute, quoi que je te dirai, tu vas vouloir te planter, donc plante-toi, c'est un conseil. Donc, et Ouais, c'est du même coup- un très bon conseil. Ouais. Donc, est-ce que ce bon conseil-là vaut pas mieux? Enfin, tu vois, la mauvaise expérience, ça signifierait donner un mauvais conseil, du coup. Parce qu'il aurait une mauvaise expérience. Paul Valéry Simpson. Voilà, Paul Valéryception. Magnifique. Du coup, en fait, non, je suis pas d'accord. Une mauvaise expérience vaut pas mieux qu'un bon conseil. Un bon conseil, Ouais. c'est un conseil, du coup, qui n'est pas conseil. On valide pas, désolé. C'est dévalidé, Allez, hop. Valérie. Paolo Coelho, je suis en train de le lire sur Twitch. Paolo Coelho disait « De toutes les manières que l'homme a trouvé de se faire du mal à lui-même, l'amour est la pire. » Ça vous concerne? Est-ce que ça te concerne? Ah, je n'aime pas cette question. Non, j'aime pas trop cette question en vrai. De toutes les manières que l'homme a trouvé de faire du mal à lui-même, l'amour est la pire. Non. Je suis pas d'accord, Polo. Non, mais Paolo, Mais Polo, je suis pas mais d'accord. tu Je suis clairement pas d'accord, ben non. L'amour est la meilleure chose. Je sais pas, il a pas regardé Moulin Rouge, je pense. Il a pas dû voir que All You Need Is Love. Et que voilà, non, honnêtement, on a besoin d'amour. Et l'amour, c'est pas la pire des choses. De se faire du mal, oui, forcément, si tu aimes maladroitement ou si tu sais pas aimer une personne, ou si tu sais pas t'aimer toi. Mais ce qui arrive souvent, effectivement, de pas s'aimer soi. C'est Oui. pas faux. Mais je pense qu'il y a énormément d'autres manières. On peut faire une liste de plein d'autres manières que De se faire du mal. Rien que le petit orteil dans une table basse, Ouais, exactement. ça fait plus mal que Un, l'amour, un je bol, pense. un bol de cure-dent, ça fait très mal aussi. Chaque matin. Ouais, chaque matin. Mais non, ouais, de toutes les manières que l'homme a trouvé de se faire du mal à lui-même, l'amour est la pire. Mais déjà, il n'y a pas que lui-même qui fait du mal en amour. Il y a l'autre aussi. Exactement, on est deux, on est trois, ça dépend. Si t'es gourmand. C'est compliqué comme citation, Oui. ça mériterait une pinte de bière, quoi. Parce que ça donne envie de rebondir sur un tas de trucs, mais effectivement, à première vue, je suis pas totalement d'accord, non. L'amour est la pire. Non, 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 non.
Bah en tout cas, ça fait mal, tu vois, quand t'aimes mal, ou même quand t'aimes bien et que t'as pas les armes pour gérer ton histoire d'amour, oui, ça fait mal, et c'est celle qui fait le plus mal. L'amour, c'est ce qui te fait le plus mal, parce que t'es forcé d'être sans armure quand t'aimes. Si tu gardes une armure, t'aimes pas, tu vois. Donc forcément, tu prends une baffe, tu la prends fois 1000. Mais est-ce que c'est la pire des manières de se faire du mal à soi-même? C'est même la... Non, j'aurais modifié, j'aurais dit c'est la plus belle manière de se faire mal. Exactement, Genre. voilà. On peut l'écrire sur Twitter, je pense. On peut lui écrire? Je pense. Polo, mais qu'est-ce que tu fais? Polo, enfin. Bon alors mon Polo, j'ai pas Twitter. Ah si, je crois que j'ai un compte Twitter, mais je suis pas du tout suivi, donc il me répondra jamais. Je l'ai même pas sur mon téléphone. Sur Insta. Sur Insta peut-être? Attends, on va voir. On va regarder. Bonjour monsieur, je suis actuellement dans une interview littérature. Voilà, nous attendrons sa réponse. Et un petit screenshot. Voilà. Bon, il va peut-être m'envoyer chier, mais... Alfred de Musset Non, mon auteur préféré. disait « Nul ne se connaît tant qu'il n'a pas souffert ». Vous y croyez? Alors là, pour le coup, oui, je suis à 100% d'accord avec cette citation. Eh ben, ça me fait bien plaisir que tu sois d'accord avec Alfred de Musset. Ah, quand même. Parce que vois-tu, Jamy? Chauffe Marcel. Chauffe Marcel et ta Proust derrière qui fait... On va à la recherche. Oui, et puis il roule à du 2 à l'heure parce que Marcel Proust, quoi, tu vois, genre, putain. comme ça. Ah, c'est très bon. Bref, donc de Musset disait « Nul ne se connaît tant qu'il n'a pas souffert ». Et effectivement, oui, je suis d'accord. Grand philosophe que Vincent Larousse. J'ai énormément souffert dans ma vie. Et... Non, je pense qu'effectivement, tant qu'on n'a pas côtoyé certains bas-fonds, et, certaines souffrances, et quand on n'a pas plongé à l'intérieur de soi, je pense souvent, puisque c'est souvent à l'intérieur de soi qu'on souffre, quand même, logiquement, effectivement, on connais-toi toi-même, comme disait... Comme disait... Du coup... Comme disait Nabila. Non mais allô, connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même. Enfin... Faut shampoing blond, shampoing brun, connais-toi toi-même, quoi. Bon. Bref, tu plonges et effectivement, nul ne se connaît tant qu'il n'a pas souffert. Et t'as Alfred qui se lave les cheveux comme ça, et puis Alfred Mousset, du coup, donc c'était Alfred de Mousset et tout, c'était ultra... Mais oui, mais il a écrit plein de trucs sur la souffrance, mais il y a plein d'auteurs aussi qui parlent de la souffrance, donc c'est une idée qui revient souvent, hein, l'idée de devoir souffrir pour grandir. Oui, ça c'est vrai. Maeterlinck aussi, qui est un auteur belge, disait ça. Il disait que la souffrance était obligatoire en fait pour avancer. Et puis Alfred de Musset, il a écrit d'autres trucs, genre « Je plains les peuples malheureux, je pense aussi qu'ils sont les plus créatifs ». Je suis assez d'accord avec lui. Après, c'est vrai que moi j'ai souvent écrit en étant malheureux, et j'ai vraiment eu l'impression, avant, que je ne pouvais écrire que dans cet état-là. Que vraiment c'était là où j'excellais. Après je me prenais pas pour de la merde aussi, à une époque, faut dire. Mais je me disais, c'est vraiment quand je suis au plus bas que je suis... Ça surgit quoi. Ça surgit, exactement. Et depuis, j'ai quand même appris à écrire en étant amoureux, en étant heureux, et je transforme un peu du coup ma vision de l'écriture. Mais oui, je suis totalement d'accord. Pour le coup, moi j'arrive pas à écrire quand je souffre, mais j'ai besoin de souffrir comme pour remplir une valise de... Tu sais, c'est l'inspiration et c'est l'expiration. Pour moi, la souffrance, enfin tous les moments malheureux, c'est vraiment de l'inspiration parce que tu prends dans la gueule et t'encaisses et tu te charges d'une couleur quoi. Et puis après, derrière, quand ça va un peu mieux, quand t'as digéré le truc, tu peux le ressortir en poésie quoi. Et donc oui, la souffrance est une manière en soi de se remplir de... Parce qu'elle te met à fleur de peau, elle te met sur l'eau qui vive quoi. Il y a un truc de... Elle te ramène à un vrai... Un état d'urgence. Ouais, on a besoin de retrouver l'urgence et la souffrance en fait partie. Puis ça inculque l'humilité, la souffrance aussi. De baisser la tête, de retrouver sa véritable condition quoi. Parce qu'on a tendance, quand tout va bien, à s'engraisser le cœur, à s'engraisser le cerveau. Le bonheur, ça alourdit énormément. Et la souffrance, ça te remet toujours dans un « j'ai pas assez, je suis pas assez bien ». Et ça te fait avancer quoi. Proust, énorme. Tiens, disons. Bah, il est arrivé un peu en retard. Chauffe Marcel. Alors Proust disait « La littérature est en fait… » il parle. Alors je suis pas sûr que ce soit de Proust parce qu'il y a vraiment qu'une seule virgule. C'est pas possible. C'est pas possible. Allez, t'es coupé au milieu. Proust disait « La littérature est une amitié ». Alors, non. Il contredit pas des os, hein, Marcel. Mais là, non, je vois pas la littérature comme une amitié. Moi, je le vois plutôt comme mon meilleur ennemi. C'est beau. Ouais.
dans le sens où j'ai une relation assez conflictuelle en fait au final avec la littérature. Mhm. Parce que, comme on disait auparavant, j'ai souvent écrit, j'ai souvent lu quand j'étais pas bien. Il peut m'arriver quand je suis très heureux de ne pas toucher un livre, de ne pas écrire pendant des mois. Et effectivement, j'ai besoin de me confronter des fois à d'autres auteurs, à d'autres souffrances, d'autres histoires. Mais je le vois pas du coup, je referme pas le livre en disant ah là j'ai passé un super bon moment. J'ai besoin de lire des trucs. Alors peut-être que je lis aussi des choses qui sont pas forcément gays, youpi tralala, tu vois. La Bible de l'Antéchrist, ça, super. voilà. Passage où Jésus meurt retourné sur sa croix, c'était vraiment. Waouh, le pied. Bref. Non, oui, Mais oui. effectivement, non, je le vois pas comme une amitié. Après, je comprends que les gens sont en mode les livres, c'est mes amis. Mais il y en a, je suis désolé, il y en a, les livres, c'est mes amis. Mais moi, je suis comme ça, tu me mets en paix. Ah merde. Mais c'est très très bien du coup que je sois ami avec les livres. Ah, moi, les livres sont mes amis, ou là. C'est bon. Oh merde. La littérature est un outil. Moi, je suis d'accord avec Ok, cette phrase. Très bien, mais c'est bien, pour une fois, du coup, on n'est pas d'accord. Ça, c'est bien. Mais je suis d'accord avec toi pour le coup que la littérature soit ton meilleur ennemi, parce que moi aussi. Mais dans la littérature, dans la littérature que j'écris, Ouais. c'est mon meilleur ennemi, parce que je suis dans un rapport de douleur un peu conflictuel et puis mélancolique. Moi, je lis la situation d'une manière Oui, différente. on la lit à chaque fois, Voilà, mais c'est chacun cool, a c'est intéressant. à sa lecture. Mais effectivement, oui, vu comme ça, c'est vrai que quand j'étais petit, je lisais énormément. J'étais tout enfoiré à la bibliothèque municipale. Mais je les voyais pas comme des amis. Après, j'ai une vision de l'amitié qui est un peu particulière. C'est vrai que l'amitié pour moi est Ah bah assez, s'ils payent pas le resto, c'est vraiment des, c'est vraiment des crevards. Faudrait nous... Enfin, voilà. Oui. Mais oui. Mais donc après, on peut être ami avec ses ennemis. Donc en soi. Bien sûr, il y a toujours des rapports. Mais ouais, moi je vois vraiment les bouquins comme des mains tendues, quoi. C'est des... Bien sûr. Tu prends un moment de ta vie pour écrire au futur et dire voilà, je suis passé avant toi et j'ai galéré comme toi et j'ai peur de mourir et j'ai peur de vieillir et j'ai peur d'aimer et j'ai peur de pas mériter de l'amour. Et je trouve que vraiment les bouquins c'est des cadeaux, quoi. C'est des j'aurais aimé être ton pote, quoi. J'aurais aimé être là pour toi. Et donc Et moi, je vois plus ça comme des maîtres. Plus Des comme maîtres. mentors qu'une amitié, en fait. Je pense que peut-être que là, il y a un petit complexe d'infériorité, de me dire, je peux pas me mettre à leur niveau et je peux pas être leur ami. Tu vois, je me dis plutôt, j'apprends d'eux. Et du coup, je saisis la main, mais plus en mode, c'est mon sensei, quoi. Mais moi, il y a plein de potes que j'estime plus haut que moi dans certains domaines et dans certains événements. Ok. Il y a des potes qui me tirent vers le haut énormément. Moi, je les considère comme des potes parce que je comprends leur langage. Leur langue, la littérature, c'est la mienne aussi. Et quand je les lis, je vois ce qu'ils voulaient faire, je vois un peu leur style. Et en fait, je comprends leur langue, quoi. Ce sont des potes. Je pense que c'est des gens. J'aurais adoré fumer une cigarette magique en haut d'un building, à boire des bières et dire mais tu sais vraiment le monde. Et voir Alfred de Musset faire non mais tu sais les meufs. Et genre j'aurais adoré ça, tu vois. Et je pense qu'on aurait parlé la même langue. J'aime bien l'idée. C'est ce qu'on peut faire, hein. On peut boire de la grenadine ensemble. Exactement. En fumant des... De la paille. Bon, parce qu'on fume pas, On fume pas, tout simplement. parce que ni toi ni moi ne fumons. Bon, voilà. Du coup l'instant est gâché, quoi. Mais Bon, on redescend. Bah ouais, ok. les deux sur le building. Fait froid un peu, hein. Ouais, bah, Vas-y, viens, on redescend. Bon, mais j'ai un livre à écrire, bisous. parfait. Ah, Baudelaire. Le fameux. D'après Baudelaire, toute littérature dérive du péché. Ça correspond bien à Baudelaire. Ah, oui, là, pour le coup, bien sûr, 100%. Baudelaire, pour moi, ça a été la référence ultime quand j'ai commencé à écrire. J'étais persuadé d'être l'antichrist absolu, j'ai incarné tous les... Ouais, non, mais moi, j'étais persuadé d'intégrer le Club 27 à un moment donné. D'accord. Donc j'étais persuadé d'être le Jim Morrison moderne. D'accord. J'étais Ah vraiment oui. parti très très loin. Mais Mais tout, aussi, oui. tu connais, c'était pas très... Enfin, tu connais pas du coup. Non, Tu non, mais je vois l'idée. Mais tu vois l'idée, pardon. Je- Mais Tu connais. tu connais genre le mec. Je sais pas de quoi tu parles. Enfin, il a rigolé. Ah, c'est dur. Bref, toute littérature... Toute littérature. Toute littérature, oh c'est beau. Toutes les ratures dérivent du péché. C'est beau aussi. Mm. On s'en est aussi. Non, toute littérature dérive du péché. Oui, effectivement. Je pense que j'ai commencé à écrire parce que j'étais au plus mal. La première fois que j'ai écrit, et là c'est sincère, je le raconte dans Robian et moi, c'était soit j'écrivais, soit je sautais par la fenêtre et je me fracassais la gueule en bas et c'était fin, c'était fini. Et ça m'a littéralement sauvé la vie d'écrire, dans le sens où j'ai posé ce qui n'allait pas, je l'ai mis sur une feuille
Et toi? J'ai du mal à estimer. Les péchés, c'est les péchés catholiques, j'imagine, du coup, c'est ça? C'est la gourmandise, c'est l'avarice, la luxure, etc. C'est ça, donc ça dérive de ça. Donc est-ce que la littérature dériverait de ça? Certainement, qu'il y a une forme de... Tu peux écrire par orgueil, écrire par paresse, c'est plus compliqué. Oui. Mais... Enfin, j'aime l'idée, après je sais pas si c'est ça qu'il voulait dire, mais j'aime l'idée que les poètes soient des sales gosses. Enfin, j'aime l'idée que aujourd'hui, en tout cas à l'école, on vend les poètes comme des garçons sages, des hommes très vieux dans des cadres en bois, alors qu'en fait, la littérature, elle a été faite et elle a été construite par des sales gosses, des gens qui dépassaient des lignes, qui réinventaient en cassant, qui défrayaient les journaux en mode mais il a encore fait ce scandale, c'est incroyable. Encore en prison. Mais vraiment, George Sand, mais qu'est-ce qu'elle fout en pantalon? Enfin, tu vois, des gens. D'ailleurs, Baudelaire détestait George Sand. J'ai lu des critiques qu'il a fait à George Sand. Je suis genre Baudelaire, s'il te plaît, dis pas ça. Il appelait George Sand une latrine. Il considérait que George Sand était une toilette. C'est pas très aimable. Et donc, c'était quelqu'un de très travaillé quand même, hein, Baudelaire. Mais ouais, si c'est dit comme dans cette optique-là, effectivement, ça dérive du fait de désobéir, alors oui. Après, il aurait dû dire ma littérature plutôt dérive du péché, parce que lui, pour le coup, mais peut-être toute. Ouais, mais pour lui, c'était comme ça. Il voyait pas d'autre littérature que celle qu'il envisage, je peux entendre, hein, mais pourquoi pas, tu vois. C'est pareil, c'est une phrase qui peut amener à plein de trucs quand tu bois une bière avec des potes. Il a peut-être Instagram, je sais pas. Faut lui écrire. Salut Baudelaire. Alors, la dernière. Oh. Après Paul Éluard, il ne faut pas de tout pour faire un monde, il faut du bonheur et rien d'autre. Est-ce que c'est vrai? Non. non, désolé, Polo. Mais les Paul, d'ailleurs Paul l'automne, parlons-en. Bah non. C'est faux, hein? Totalement faux. Enfin, pour trouver le bonheur, il faut bien avoir été malheureux avant pour savoir que tu es enfin heureux ou trouver le bonheur. Si dès d'emblée, t'es... Ok, je vis dans un monde de bonheur, mais dans ce cas-là, oui, puis comment tu peux savoir? Encore une fois, le bonheur, en fait, en fonction de l'individu, qu'est-ce que c'est? Ça change. Voilà, parce que peut-être, pour certains, le bonheur, c'est de retrouver sa famille. Pour l'autre, c'est justement de s'isoler. Le bonheur, c'est de partir, de rester, de retrouver. Le bonheur, ça varie selon les gens. Et donc peut-être, à ce titre, le bonheur, on a juste besoin de bonheur parce que du coup, comme chacun porte son bonheur individuel, ça recrée le tout qu'il refuse avant. Ouais, moi je doute qu'il ait fait cette pirouette. Je pense vraiment qu'il était beaucoup plus en mode bisounours. D'accord. Mais quand même, Paul Éluard, c'est un grand poète, donc on peut pas... Ouais, toi je me dis, bon... Faut pas de tout pour faire un monde? Bah si, au contraire. Mais justement, je pense que comme le bonheur est tout... Pourquoi tu l'as choisi celle-là? Elle est dure. Elle est dure. Non mais elle est intéressante. Le bonheur ouais, pour moi le bonheur est tout, et donc quelque part, il faut pas de tout. En fait, il y a une contradiction. Mais en même temps, il aimait bien ça, Paul Éluard. Hein. Créer des... C'est du polo. Hein. C'est du polo. C'est du polo tout craché, ça. En fait, le truc, c'est le rien d'autre qui me gêne. C'est en mode, il faut que tu sois... faut juste qu'il y ait du bonheur. Malheureux, tu vois. Il y a peut-être des gens qui se complaient là-dedans et qui veulent pas être heureux, qui veulent pas trouver le bonheur. C'est peut-être leur vision aussi de la vie. Mais en fait, le mot malheureux est ultra intéressant parce que quand tu le divises, en fait, c'est pas malheureux, c'est pas l'inverse d'être heureux. T'es mal heureux. C'est ça. Donc en fait, t'es heureux, mais tu l'es mal pour des mauvaises raisons. Tu penses que t'es heureux, mais tu ne l'es pas parce que peut-être tu t'es perdu dans le plaisir ou dans la graisse du cœur, quoi. Et donc quelque part, en fait, il n'existe que être heureux, sauf que t'es soit mal heureux, soit heureux. C'est la quête de vérité, quoi. Ouais, c'est le Graal. C'est intéressant. Il faut pas tout pour faire un monde, déjà rien que ça en fait, tu peux... c'est compliqué. Paul Éluard en vrai, il fallait expliquer, il fallait continuer. J'espère que c'est pas genre juste ça, je pense qu'il a dû écrire une suite. Oui, il doit y avoir une suite. C'est le danger des citations en fait, c'est que ça exclut du contexte. Faites attention, remettez toujours les choses en contexte. Puis Paul Éluard, il a peut-être Twitter. Contactez tout le monde. Très très bon. Heureuse de notre réponse. C'est bien. Ah, bonheur. Ah, c'est...